Alors nous voilà dans la partie 2 de l'exposé consacré à Georges Lakhovsky. Dans cette partie, on va voir comment Georges Lakhovsky voyait la science, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va essayer de définir ou de rappeler pour certains ce qu'est une onde électromagnétique, parce que toute sa théorie va tourner autour de cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'une onde électromagnétique ? Donc la définition officielle, là aussi, c'est qu'une onde électromagnétique, c'est le résultat de la vibration couplée d'un champ électrique et d'un champ magnétique variable dans le temps. Elle peut se propager dans l'air ou dans le vide et surtout, elle peut être le support d'informations à transmettre, comme c'est le cas par exemple du Wi-Fi. Donc en physique, en fait, on voit l'onde de deux façons. Il y a l'onde mécanique et l'onde électromagnétique. En mécanique, une onde, c'est le déplacement d'une perturbation mécanique dans la matière. Et cette perturbation, elle peut être soit une secousse, soit une vibration. Par exemple ici, ces petites vaguelettes est une conséquence d'une perturbation qui a eu lieu dans l'eau. Donc ici, c'est soit une goutte qui est tombée, soit un caillou. Et cette onde va se propager dans l'eau qui est la matière. Donc en fait, les ondes mécaniques se propagent dans la matière. En revanche, on l'a vu, les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide et on va considérer que ce sont des déplacements d'énergie qui peuvent transmettre des informations. Alors, les ondes mécaniques peuvent directement agir sur leur environnement en leur transmettant des forces, ce que ne fait pas forcément les ondes électromagnétiques. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas un support quelque part qui pourrait expliquer ou en tout cas permettre à ces ondes d'évoluer dans l'espace. Pendant longtemps, les physiciens ont cru qu'il y avait une matière universelle qui imbibait tout l'univers, qu'ils appelaient l'éther, et justement dans lequel évoluaient des ondes électromagnétiques comme la lumière. Aujourd'hui, cette notion elle a été abandonnée, notamment depuis les travaux d'Einstein au début des années 1900. Alors on n'utilise plus cette notion, et pour mieux saisir comment cette onde évolue, il est important de comprendre une autre notion, qui est la notion de champ. Et c'est justement l'objet de cette diapo. Donc, qu'est-ce qu'un champ électromagnétique? Alors, tout d'abord, on va voir ce qu'est un champ de manière générale en physique. Donc, un champ est une partie de l'espace dont chaque point possède une propriété. On peut définir de tels champs pour toutes les forces de type électromagnétique, comme le magnétisme par exemple. Donc, l'électricité et le magnétisme sont deux phénomènes physiques liés, produits par ce qu'on appelle la force électromagnétique. Alors, de manière générale, on appellera force une énergie qui va permettre de faire mouvoir un objet dans l'espace. Donc la force électrique et la force magnétique vont former la force électromagnétique. Si une particule chargée rentre dans cet espace rouge, voilà, elle peut subir soit une force répulsive, si elle est de même charge, donc plus ici, parce que là, ici il y a une charge plus, donc qui va générer un champ électrique, ou sinon elle peut être attirée si jamais elle est de nature moins, donc voilà, son mouvement ira plutôt dans ce sens-là. Au niveau des champs magnétiques, on voit ici sur la photo à quoi correspond un champ magnétique. Donc là, vous avez un aimant avec ses deux pôles. Et on voit que quand on met de la limaille de fer, la limaille prend ces formes-là. Et donc, on voit ici ce qu'on appelle des lignes de champ. Ici, on voit qu'elles sont parallèles entre les deux pôles. Et là, ça fait des espèces de courbes. Des choses qu'on arrive à modéliser avec des équations. Un courant électrique qui passerait dans un fil conducteur peut créer autour de lui un champ magnétique. C'est le cas des solénoïdes et notamment un truc concret qui est l'électroaimant qu'on retrouve dans les casques de voiture. Donc on voit une espèce de gros morceau de métal et dès lors qu'on lui applique un courant électrique, là on s'aperçoit qu'il y a un aimant qui est très 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 puissant. Voilà, donc on génère grâce à de l'électricité une aimantation, donc un champ magnétique. Et vice-versa, donc le champ magnétique qui possède un mouvement peut aussi générer du courant. Ce n'est pas une notion qui est évidente. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est très bien modélisée à l'aide d'équations et qu'on peut avoir de l'explication et de la prédiction grâce à ces équations. Alors, plus concrètement, une onde électromagnétique, où est-ce qu'on la voit? Donc, la plus connue, c'est la lumière. Dans l'ensemble ici de la lumière, on voit qu'il y a différentes fréquences. Donc, ce que j'appelle la fréquence, c'est le nombre d'oscillations dans une période déterminée que va faire l'onde électromagnétique qui constitue la lumière. Le spectre visible qui va correspondre en fait à une longueur d'onde qui est comprise entre 380 et 750 nanomètres. Alors, qu'est-ce qu'une longueur d'onde? Donc une longueur d'onde, c'est ici la longueur qu'il y a entre deux maxima de cette onde. Donc entre ici et là. Voilà, ça c'est une longueur d'onde.
et son inverse est la fréquence. Donc sur un temps d'une seconde, combien est-ce qu'on va avoir d'oscillations? Et voilà, donc plus ça se rapproche et plus la fréquence va changer, et donc la longueur d'onde, puisque la fréquence et la longueur d'onde sont deux notions qui sont inverses l'une de l'autre. L'œil ne peut pas capter toutes les ondes électromagnétiques, puisqu'on ne peut pas voir les ondes Wi-Fi, on ne peut pas non plus voir les ondes radio, donc ce qu'on voit, c'est des ondes dont la longueur d'onde est comprise entre 380 et 750 nanomètres. On ne sait toujours pas quelle est la réelle nature de la lumière, si tant est qu'elle a une nature qu'on pourrait définir avec nos mots. Donc, pour être clair, aujourd'hui on considère que la lumière a une double nature, elle peut être à la fois ondulatoire et à la fois corpusculaire. Donc ça signifie qu'on peut assimiler la matière à des ondes comme de l'eau, comme les ondes qu'on a vues sur la surface de l'eau. Et on peut aussi considérer qu'elle est composée de petits grains qu'on appelle des photons et qui vont permettre de transférer une énergie. Et c'était l'objet notamment des travaux d'Einstein sur l'effet photoélectrique. Donc comment la lumière peut générer de l'électricité. L'œil humain peut percevoir 3 fréquences de base qui sont associées aux 3 couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu, et que les autres couleurs sont construites par combinaison de toutes ces fréquences. L'expérience qui a mis en avant le fait que la lumière était une onde et une corpuscule, c'est les fameuses expériences des fentes de Young. Donc dans les ressources, je vous mettrai justement une petite vidéo de vulgarisation. Voilà, donc on a défini ce qu'était une onde électromagnétique, ce qui est le centre finalement de la théorie de Lakhovsky. On va voir le rapport qu'il y a avec la santé. Alors aujourd'hui, voilà ce que l'on sait des interactions qu'il y a entre le corps et les ondes électromagnétiques qui nous entourent. Alors, on sait que le corps émet ses propres ondes. Chaque organe a une fréquence propre. On peut les mesurer. Donc, on sait que les ondes électromagnétiques ont des effets sur l'organisme. Et ça a notamment été notifié en 1981 par les autorités officielles. Donc, il y a un rapport de la NASA que vous pouvez trouver sur Internet. Donc, je le mettrai peut-être en bas si je le retrouve sur mon disque dur. Et ces effets peuvent être soit délétères, soit, en l'occurrence, bénéfiques, comme nous allons le voir avec le fameux appareil de Lakhovsky qui est l'oscillateur à longueur d'onde multiple. Donc ici, je vous ai mis un schéma qui vous montre quelles sont les différentes fréquences de différents organes. Donc on voit le foie, donc ce sont des plages de fréquences, hein, évidemment, le gros intestin, la peau. Et on voit que le cerveau peut aussi produire différents types d'ondes électromagnétiques en fonction de l'état mental dans lequel on est. Quand on dort, ce sont des ondes delta, donc il y a d'autres ondes, etc. Et quand on travaille, par exemple, il est intéressant de se mettre dans des ondes de type alpha pour pouvoir optimiser l'apprentissage. On va revenir un peu à notre personnage. Alors, selon Lakhovsky, une spire circulaire, comme un bracelet de cuivre par exemple, pourrait canaliser l'énergie qui nous provient des ondes cosmiques et régulariser le champ oscillatoire d'un être vivant. C'est ce qu'a imaginé Lakhovsky pour pouvoir stabiliser ou équilibrer le champ oscillatoire local d'un être vivant. Alors, pour démontrer son hypothèse, Lakhovsky va entreprendre une série d'expériences dans les laboratoires de la Pitié-Salpêtrière, comme on l'a vu durant sa biographie. Il va poser une spire circulaire de cuivre de 30 cm de diamètre avec une section de 25 mm et les extrémités seront distants de 1 ou 2 cm. Donc cet anneau va être maintenu grâce à un support ébonite et elle va être disposée autour des tiges d'un géranium parmi plusieurs. Et dans tous ces géraniums-là, on a inoculé une bactérie qui va générer une sorte de cancer. Donc cette bactérie, c'est le Bacterium tumefaciens. Donc on s'aperçoit, après un mois, toutes les plantes non traitées par le circuit oscillant meurent et que 2 mois après, la plante n'a plus aucune tumeur. Ça a été consigné dans différents comptes rendus et je vais vous citer un compte rendu qui est le compte rendu 186 à la page 1019 de l'Académie des sciences. Voilà, et à chaque fois, il y avait une expérience qui se faisait entre 16 et 30 plants, et cette expérience a été renouvelée maintes et maintes fois. Donc moi, j'ai un gros bouquin dans lequel Lakhovsky parle de ces séances-là, de ces expériences-là. Donc il décrit vraiment tout ce qu'il a fait, les résultats qu'il a eus. Cette expérience, il n'a pas utilisé qu'un circuit oscillant de ce type-là, il a aussi utilisé son RCO, donc le fameux radiocellulo-oscillateur, par séance de 3 heures. Et en fonction du nombre de séances, on a vu des résultats apparaître beaucoup plus rapidement, de l'ordre de la semaine. Donc 2 semaines à la place de 2 mois. Et durant ces 2 semaines, il a vu se nécroser les tumeurs végétales qui étaient nées avec une innocuité sur le reste de la plante. Dans ces expériences-là, on s'aperçoit que toutes celles à côté, là, qui n'ont pas eu ce circuit oscillant et qui ont été inoculées, ont tout simplement fané, donc elles sont mortes. Donc cette expérience a été reconduite plusieurs fois sur des plantes, mais pas que.
Il a reproduit aussi sur des aliments, sur des végétaux, sur des poissons, sur des animaux, des chevaux, des chiens, etc. Et avec toujours des résultats qui étaient très très probants. Il a réussi à démontrer que les spires de cuivre ou son RCO favorisaient, donc de manière plus ou moins rapide, la croissance et la guérison des tissus. Et en plus, cette expérience a été menée dans différents endroits et a fait l'objet de plusieurs communications. Donc ici, un des résultats, donc on voit la plante qui a grandi, c'était cette plante-là, hein, donc tous les géraniums autour sont morts. Donc on était le 30 janvier 1925, et 3 ans après, le 23 mars 1928, donc c'est cette même plante qui est devenue une magnifique plante. Voilà, donc les théories de Lakhovsky. Donc on a bien compris que Lakhovsky assimilait la cellule à un circuit oscillant. Alors, les théories de Lakhovsky. Voilà des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Alors qu'on a donc compris que Lakhovsky assimilait la cellule à un circuit oscillant. Donc en fait, pour lui, tout être vivant va émettre des radiations électromagnétiques à partir des cellules qui le constituent, dont le siège vibratoire se situerait, selon lui, dans le noyau et plus précisément dans les chromosomes. Pour Lakhovsky, les organismes vivants sont des systèmes électromagnétiques, donc, qui sont en équilibre sous l'effet du champ des radiations cosmiques externes, mais aussi sous l'effet des champs qui sont associés aux réactions chimiques internes, c'est-à-dire au sein de notre organisme. Et donc, pour établir l'équilibre oscillatoire, selon lui, il faudrait un appareil qui puisse entrer en résonance avec toutes les fréquences des différentes cellules du corps. Et comme on l'a vu, ce n'était pas le cas de son radiocellulo-oscillateur qu'il a abandonné en 1930. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'inventer un appareil qui serait capable de délivrer l'ensemble des fréquences émises par les cellules d'un organisme sain. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé des anneaux de différents diamètres, mais aussi de différentes natures. Il a utilisé différents métaux pour construire les anneaux que vous voyez ici. Ces métaux étaient l'or, l'argent, le cuivre, le nickel, le fer, l'étain et le zinc. Alors, pour la maladie, selon Lakhovsky, elle se réduit en fait à la perte d'une fréquence oscillatoire originale. Cette perte de fréquence oscillatoire peut être consécutive à plusieurs paramètres. Il y a les paramètres internes, comme les paramètres physiologiques, qui peuvent être influencés par un état altéré de notre terrain, qui lui-même est la conséquence, par exemple, de choix nutritionnels délétères ou de l'absorption de certaines molécules chimiques. Cette perte de fréquence oscillatoire peut aussi être associée à un état mental qui ne serait pas optimum. Ça, c'est pour les facteurs internes. Et au niveau des facteurs externes, il y a évidemment les ondes électromagnétiques qui nous entourent, comme les ondes des téléphones portables, ou le 4G, ou les ondes Wi-Fi. Les ondes Wi-Fi ont une fréquence de 2,8 GHz, qui sont des fréquences qui vont rentrer dans la fourchette des fréquences des cellules de notre organisme. Et donc, à l'aide de l'holome, on va pouvoir réinitialiser ces fréquences vibratoires, ce qui va nous permettre en fait de retrouver la santé en régénérant les organes qui seraient atteints par cette perte de fréquence originale. Alors Lakhovsky a émis une théorie sur un lien qui existe entre la nature des sols et l'apparition de cancers, selon qu'ils réfléchissent ou absorbent les rayons cosmiques. Et cette réflexion et cette absorption est directement liée à la composition intrinsèque du sol. L'augmentation de l'incidence des cancers est plus grande quand le sol réfléchit les ondes cosmiques, et ce en dehors de toute perturbation environnementale ou nutritionnelle. Donc en faisant une étude globale dans la France, il a réussi à créer une carte où il y avait une corrélation très forte entre certains sols très réflecteurs et un nombre d'incidences de cancer très important. Mais cette théorie a fait débat et évidemment est complètement dénaturée aujourd'hui par le fait que les autres facteurs délétères qui engendrent le cancer ont augmenté, en tout cas sont plus présents que ce n'était le cas au début des années 1900. Georges Lakhovsky a également élaboré d'autres théories qui ont toutes été justifiées par de nombreuses expériences et qui ont été officiellement menées. Et donc quand je dis officiellement menées, c'est qu'elles ont été archivées dans des comptes rendus de l'Académie des sciences ou encore dans ses ouvrages. Donc dans les ouvrages principaux, il y a Le secret de la vie, donc il y a l'oscillateur. Et ces travaux ont porté notamment sur les semences, donc beaucoup sur l'agriculture, sur la sériculture, sur les poissons, etc. C'est la fin de la partie 2. Et la prochaine fois, on parlera de l'holome à notre époque. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on peut encore en acheter? Et également, quelque chose de très important, ce sont les résultats concrets qu'a obtenu Georges Lakhovsky à l'aide de son invention.